Anthropocène, à l'écoute du changement global. Nous sommes au sein du Musée d'art contemporain de Lyon, donc Radio Anthropocène, au sein du Musée d'art contemporain de Lyon, pour la nocturne du festival Mode d'emploi. Et d'ailleurs, c'est sa soirée de clôture. Et j'ai le plaisir de recevoir Marin Fouquet. Marin Fouquet, bonsoir. Bonsoir. Je viens de lire votre dernier titre, À la Terre, un reportage littéraire, donc aux éditions 21e, je ne sais pas si on dit comme ça, 2023. Vous êtes romancier, poète, performeur. Vous aviez précédemment écrit 2 titres, 77 chez Actes Sud en 2019 et toujours chez Actes Sud 2 années après. Donc l'année après le Covid, il y a l'année avant le Covid, il y a l'année Gave. Je parle tout de suite de la couverture de ce livre parce que c'est un tout petit ouvrage, c'est un tout petit format et on y voit un culard, mais un culard complètement recomposé par un artiste, par quelqu'un qui peint, qui dessine. Et c'est complètement anachronique. Je ne voyais jamais ce type de sujet. Et c'est le sujet de votre ouvrage et c'est comme ça qu'il commence. Donc je me permets de commencer par justement cette première citation à propos de ce culard. Tout commence donc dans une école des beaux-arts. Un élève, les dents serrées, très serré, supporte les commentaires on ne peut moins bienveillants d'un professeur sur sa peinture d'un cul énorme. Et là, je vous cite, c'est-à-dire l'arrière-train d'une INRA 95, c'est-à-dire un culard, c'est-à-dire une anomalie génétique, c'est-à-dire un animal créé par l'homme, c'est-à-dire un bovin aux muscles hypertrophiés d'hormones, c'est-à-dire une bête conçue pour l'abattoir. Ça veut dire un tas de steaks sur pattes. C'est très violent comme description. Et le professeur questionne l'étudiant. L'étudiant est complètement quoi ? Il ne répond pas, mais il pense. Ça questionne ton ventre, connard. Et donc, non, mais c'est bien parce qu'on a de l'humour tout de suite. On a quelque chose de très violent dans cette description de cette domesticité, de cette animalité domestiquée par l'humain totalement à son service, et donc il fabrique cette chose dont les fermiers de mon enfance s'extasiaient, parce qu'un culard c'était en effet énormément de viande et donc énormément d'argent. Donc quand un culard naissait, c'était un bonjour, c'était Noël, quoi. Et je me rappelle très souvent les mères mouraient à la naissance des culards parce que les femelles ne pouvaient pas survivre à cette chose énorme que nous espèces humaines avons fabriquée. Et donc, dans ce reportage littéraire, vous, puisqu'il s'agit de vous, vous partez retrouver Valentin, donc rencontré aux Beaux-Arts de Cergy, l'auteur de ce culard. Donc, son nom, c'est Valentin, je ne sais pas si je prononce bien, Nice Valenzuela. Oui. Et ce culard date de 2015. Vous décidez de partir le retrouver parce que ce Valentin peintre, rencontré aux Beaux-Arts de Cergy, il est devenu agriculteur, il est devenu maraîcher, concrètement, et dans le sud de la France, un peu au-dessus de Manosque, vous êtes toujours en relation avec lui. Lui, vous étiez aussi à Cergy aux Beaux-Arts, et vous avez choisi l'écriture, et puis vous donnez des nouvelles et vous décidez de le rejoindre pour l'été, pour 2 mois à Manosque pour le voir, être avec lui, côtoyer son job, ce qu'il est devenu. Voilà. Et tous les deux, il y a une jeune femme aussi dans l'histoire qui est Ilem, qui est bergère, qui est la compagne de Valentin. Ils ont un fils, Naïm. Et donc ni Valentin ni Ilem ne viennent du monde rural et paysan. Ils ont grandi en banlieue. Est-ce que, Marin Fouquet, on peut dire que leur choix, à tous les deux, est un choix politique? Oui, je crois. Alors, je pense que le choix de Valentin, il est réellement politique et militant à la base. Même si c'est lié à quelque chose de très intime, et j'en parle dans le livre et surtout à la fin du livre. Mais il y a quand même une idée assez militante au début où il se dit, plutôt que de faire de l'art et avec le monde de l'art qui n'a pas réellement de sens,
en tout cas pour lui, et je partage sa position. Il y a plein d'endroits du monde de l'art contemporain qui est totalement hors sol, qui est relié à rien du tout. Il s'est dit, au lieu de passer mon temps et mon énergie à faire ça, je vais faire quelque chose qui, pour moi, a du sens pour les générations futures. Donc lui, c'est assez militant et politique à la base. Islem, c'est différent. Islem, elle a grandi à Salon-de-Provence, dans une cité, et elle rentre dans une bergerie à 16 ans, dans une bergerie, et là, elle tombe folle amoureuse des bêtes, quoi, et du travail avec les bêtes. Oui, elle n'hésite pas à dire. Enfin, en tout cas, la manière dont vous la narrez, la faites parler, elle n'hésite pas à dire, à montrer sa sensibilité. Oui. Elle est très honnête. Elle a un truc extrêmement brut de pomme, quoi. Moi, j'aime bien. Oui, très direct, qui va droit au but. Mais je pense que elle, c'est plus quelque chose de... Il y a bien sûr une idée politique derrière, mais je pense à 16 ans, parce qu'elle, c'est beaucoup plus tôt que Valentin, donc il y avait une idée, mais il y avait surtout, je crois, une envie et une passion, un appel, une vocation, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, il y avait un truc qui l'appelait avec les bêtes, quoi. Elle allait devenir bergère, c'était sûr. En elle, c'était sûr. Valentin, c'était plus une construction. Mais ce qui m'intéressait, c'est que les deux parcours se sont croisés à un moment donné, puisque à Marseille, même du côté de Digne, ils sont croisés. Et ils sont tellement croisés qu'ils sont tombés amoureuses et qu'ils ont eu un enfant. Mais je crois que du coup, les choses se sont mélangées. Valentin, qui avait une idée très précise, très précise de ce qui était bon, pas bon. Le bio, c'est bon. Le reste, c'est de l'exploitation de la terre, c'est pas bon. Il s'est rendu compte qu'en réalité, dans la pratique, c'est plus complexe que ça. On partage les mêmes sols. Les merdes qui sont mises dans un sol se retrouvent dans l'autre. Ceux qui travaillent en conventionnel, donc pas dans le bio, ils travaillent souvent depuis plus longtemps que ceux qui sont dans le bio. Donc ils ont un savoir-faire que parfois on n'a pas quand on est dans le bio, des choses à nous apprendre. Enfin voilà, les choses sont mêlées dans la pratique. C'est ça qui m'intéressait. Et Islem, elle, au fur et à mesure, elle a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de bouteilles dans ce genre de métier-là. Mais elle, je pense qu'au fur et à mesure aussi, face aux différentes embûches qui ont été mises sur son chemin, embûches qui sont mises sur son chemin, elle s'est encore plus politisée qu'elle ne l'était déjà, je pense. Oui, mais est-ce que vous croyez que, justement, en tant que bergère, avec une expérience plus grande que Valentin, parce qu'en effet, elle a commencé très tôt, elle a fait ce choix très tôt, elle est très confrontée aussi à la solitude, une solitude qu'elle ne rejette pas, mais qu'elle va affronter, parce que, voilà, elle va en estive pendant des mois, et donc, parfois, elle est seule très longtemps. Est-ce que, peut-être, cette solitude la conforte, en fait, dans les positions, dans son rapport à la nature, aux bêtes, à ses chiens. Les chiens tiennent une place très importante dans l'ouvrage. Et c'est peut-être ce qui fait on a le sentiment qu'elle a gagné en maturité assez vite. Elle s'est posée assez vite, en fait. Elle a trouvé ses marques, en fait. Elle a trouvé sa place assez rapidement. Au moment où l'histoire commence, Valentin aussi paraît être totalement droit dans ses bottes. Il est bien là où il est. Et pourtant, à un moment, vous écrivez à propos de la terre, parce qu'on sent la rudesse quand même. On sent la difficulté. On sent voilà, ça travaille tout le temps. Les journées sont interminables. Ça les habite en plus en permanence. Il y a un moment, c'est une phrase très très jolie. C'est que la terre, c'est pas un rêve. La terre, c'est pas un métier. La terre, c'est une vie. Et j'aimerais que vous me parliez de ça un peu, parce que c'est ce qu'on ressent. Mais je trouve que la phrase est très, très belle. Bah merci. Là, on est dans le cœur de ce qui est mon travail, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des phrases et de sculpter des phrases, de fabriquer des phrases et de les polir, parfois énormément et parfois de les laisser très rugueuses, mais faire en sorte de faire passer des vérités parfois très banales, parce que je crois qu'on le sait, que le métier de la terre est un métier difficile. Mais je crois aussi que une partie de la population a perdu cette dimension-là. Quand on a eu, par exemple, après les différents confinements, toutes ces personnes qui disaient « moi j'arrête tout, je claque tout, je vais avoir un terrain à moi, je vais vivre en autonomie, je vais... » Voilà, la terre, c'est pas un hobby, c'est pas quelque chose qui nous prend comme ça d'un seul coup. Elle vous revient très vite à la gueule, la terre. Et oui, c'est une vie, c'est une évidence, c'est tous les jours de travail, c'est une semaine par an de vacances ou 2 semaines si on arrive à très 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 bien s'organiser.
C'est les dimanches, effectivement, moins de boulot, mais quand même aller sur la parcelle, aller voir les bêtes, parce que les bêtes, le dimanche, c'est pas parce que c'est le week-end qu'elles arrêtent d'avoir des besoins. Et de la même manière, les poireaux, c'est pas parce que, enfin, les poireaux, je dis des bêtises, les aubergines, les courgettes, c'est pas parce que on est dimanche que les courgettes, il faut pas les ramasser, quoi. Donc voilà, c'est un autre rapport au temps. C'est un rapport au temps du quotidien, du permanent, un rapport long au temps. Et c'est ce rapport-là qu'on a en réalité, je crois, perdu et qui fait que ces métiers-là nous sont quasiment incompréhensibles. Et j'ai essayé à ma taille et puis en travaillant les phrases de rendre ces vérités-là compréhensibles, entendables et surtout vivables, qu'on puisse les vivre en les lisant. Oui, ce qui est frappant, c'est que vous ne faites pas l'économie de la dureté, de raconter le réel, les levées tôt, le soleil qui brûle, les mains complètement arrachées. À ce moment où vous occupez des haricots, ce moment où vous marchez sur la montagne, le soleil se lève, enfin, vous en pouvez plus. Enfin, faut être très clair, la fatigue est totale, vous êtes courbaturé. Enfin, tout ça est très difficile. Donc ça, je trouve que c'est pas mal de dire la réalité de ça, mais en même temps. Valentin et Islem, ils sont convaincus. Je veux dire, il n'y a pas de il n'y a pas de doute. Hein, cette question du corps à corps avec la terre, ça, vous en parlez beaucoup de cette question-là. Il y a un moment, je vous cite à nouveau, peut-être que c'est ça l'agriculture, en venir aux mains avec la nature. Et dans cette phrase, on sent la tension, presque la bataille, la rudesse, mais en même temps, on se cache pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est très fort dans votre livre. Et puis surtout cette question des corps. J'aimerais que vous me parliez de ça. Il y a un moment, là aussi, je vous cite, on écoute les postures, mais pas les corps. Et là, les corps sont pleinement, la tête bien sûr, hein, mais les corps sont pleinement éprouvés et en même temps reconstruit aussi par ce rythme, et très loin finalement de nos vies urbaines, où on passe quand même l'essentiel de notre temps assis face à un écran. Je me mets dedans, hein, je ne critique pas les autres, mais c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui, nous, homo urbanus. Ben oui. Et puis comme vous l'avez vécu, moi ça m'intéresse. C'était une évidence en vivant ce moment-là avec eux, que le corps allait être le centre du texte. C'était une évidence, parce que c'est la première chose qui nous parle quand on fait ces boulots-là. Le corps vous parle le soir, le corps vous dit en fait là le dos c'est plus possible, faut que tu trouves une autre position parce que tu vas pas tenir. Le corps vous dit là les griffures sur les bras avec le sang qui perle, bah en fait voilà, là t'as travaillé. Le corps parlait tellement que c'était sûr que ça allait être le centre. C'était aussi important pour moi de parler du corps parce que, et vous l'avez dit, ils sont, Valentin comme Islem, sont persuadés de la nécessité de ce qu'ils font. Mais là où ils sont sûrs, c'est pas sur des idées, c'est pas sur, ils sont pas sûrs du fait que ce qu'ils font c'est important parce que l'idée de l'écologie, parce que l'idée du militantisme, ils sont plus loin que ça. Et je crois que si on veut réellement que les choses bougent et qu'on avance face au chaos qui se profile déjà, qui est déjà présent depuis pas mal d'années, il faut, c'est pas seulement en se disant attention, 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 attention qu'on va changer les choses, parce que ça fait longtemps qu'on dit attention et pourtant rien ne change dans le bon sens. Il faudrait trouver une vérité plus profonde que le danger. Un truc qui est en nous, qui est bien plus profond, bien plus ancré que la peur du danger, que la peur du chaos, que la peur que tout s'effondre. Parce que c'est pas la peur que tout s'effondre qui va faire qu'on va faire. Pour faire, il faut trouver le moteur interne. Et Islem comme Valentin ont trouvé leur moteur interne par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut que tous et toutes qu'on devienne maraîchers, bergers, bergères, éleveuses et éleveurs. Mais à notre échelle, à nos endroits, trouver ce qui est réellement ancré en nous et qui nous parle et qui est plus profond que juste le militantisme, les idées, les belles idées. C'est pas les belles idées qui vont faire changer les choses. Un truc qui est au fond, c'est un nœud là, un nœud qui nous travaille et c'est un lien à la terre. Un lien à la terre qu'on a toutes et tous, d'une manière ou d'une autre, par des parents ou pas du tout, ou même juste parce qu'on y est dans cette terre, il faut le retrouver, ce lien-là. Sans délire
new wave ou je sais pas quoi, comme Non, il ils peut y sont en avoir pas du tout certains. new wave, Non, ils sont pas pas du du tout. tout là-dedans. Et moi, ça m'intéressait pas du tout de d'écrire. Quand je vous parle de retourner à la terre, c'est pas un délire de retourner à son masculin sacré, son féminin sacré, son machin, son truc, qui pour moi sont des jeux de bourgeois. Et c'est très bien si les bourgeois ont besoin de jouer à ça pour s'amuser et trouver un sens à leur vie, s'ils le veulent. Mais c'est plus profond que ça, et c'est plus terre à terre que ça. C'est plus bête que ça. Voilà. Ouais, il y a un moment, je vous cite là pour aller prolonger ce que vous dites. Quand on ressent vraiment l'urgence, quand on la sent vraiment palpiter dans son ventre, il n'y a plus assez de place dans la bouche pour les mots vides de sens. Je pense que ça répond bien à ce que vous dites. Oui. De toute façon, la phrase est de vous, hein. Complètement de vous. Et c'est très puissant parce qu'en effet, on n'a pas le sentiment quand on les regarde, parce qu'on finit par les regarder. Votre lecture nous permet vraiment de les regarder, que ce sont ni des survivalistes, ni en mode apocalypse, ni des babas un peu façon... Pas du tout, ils sont extrêmement simples, extrêmement pragmatiques. Et en même temps, pleinement là où ils sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, même si parfois j'imagine qu'ils peuvent avoir envie d'autre chose. À un moment, on pense que... Enfin, vous posez la question dans le livre, Valentin, peut-être des fois, il aurait envie de peindre, de repeindre un peu. Il aurait envie de... Voilà, mais il n'a pas le temps. Il faut attendre de construire la maison, trouver un peu de temps, d'argent, etc. Puis, il y a cette quête, moi, qui m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup touché, son histoire de choux. Racontez-nous cette histoire de choux. Les choux, c'est très simple. C'était quasiment le premier jour où je suis arrivé. Les choux avaient été... il y avait plein de petits trous dans les choux, donc les choux ont été bouffés dans la nuit. Et tout du long de ma présence là-bas, il cherchait chaque jour une solution aux choux. Et comme il est dans l'agriculture, dans le maraîchage bio, il peut pas balancer des pesticides ou comme on faisait à l'ancienne, du pétrole là-dessus, et puis faire en sorte que la terre, du coup, et puis on replante derrière. Donc, faut trouver d'autres solutions. Et ce qui est en fait le réel quotidien, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que là la terre elle est en train de me dire. Elle est en train de me dire que il y a des bestioles qui bouffent. Ouais, mais quelles bestioles? Et donc, on se penche au-dessus comme un espèce d'enquêteur. C'est Colombo d'un seul coup, c'est Maigret. Ouais, c'est une enquête. À se dire, bon, ces petits trous-là, c'est plutôt chenilles. Non, mais des chenilles, ça ressemblerait plutôt à ça, plutôt ça, plutôt ça. Et on essaie des trucs, on les voile. Le voilage, la nuit, ça marche pas. On essaie autre chose. Et ça, c'est vraiment son quotidien, quoi. Et ce qui est hallucinant, c'est que moi, je suis arrivé, il y avait déjà les choux qui étaient en train de sortir. Mais je sais, en ayant planté d'autres choses, que les choux, en fait, ça a d'abord été en semis. Les semis, il a fallu faire en sorte de prendre le temps qu'ils puissent sortir, ensuite les planter. En fait, c'est, je vais pas dire de bêtises, je m'y connais pas assez, mais c'est dans les 2 mois ou 3 mois de chantier en amont. Et si en une nuit, tout est bouffé, c'est 3 mois qui sont foutus en l'air. Et il n'y a pas le temps de pleurer. Faut juste se dire, c'est comme ça, on y retourne, quoi. Et on va essayer de faire autrement, et puis on y va, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est cette capacité qui, moi, m'a impressionné chez eux, c'est tous les deux, de se dire, en fait, ça va pas fonctionner comme ça devrait, c'est pas grave. On continue, on reprend, on recommence. Ouais, mais il lâche pas l'affaire, hein. Il lâche cherche. Jamais l'affaire. Il lâche pas l'affaire, il cherche, il y retourne, il interroge les voisins. Et ça se termine par des billes d'argile. Ouais. Des billes d'argile, alors chose complètement inconnue de... Des micro-billes d'argile qu'on balance comme ça, qu'on met, et qui sont microscopiques, mais qui... C'est assez horrible, hein, mais bon, c'est comme ça. Ça fait comme des tessons de verre pour les petites bestioles. Ouais, donc elles se coupent là-dessus et elles meurent. C'est simple que ça. Mais c'est de l'argile, donc ça reste bio. Il n'y a pas de truc qui va faire en sorte de rentrer dans la plante ou quoi que ce soit. Voilà. Vous avez une dernière phrase juste avant l'entretien, parce que le livre se clôt avec un entretien avec Dominique Paturel, on en parlera tout à l'heure, par une phrase très belle dont je ne suis pas sûre de l'avoir complètement comprise et je ne suis pas sûre d'avoir tellement envie de la comprendre en réalité. Et cette dernière toute petite phrase, c'est à l'ailleurs, à la fin, au choix. Moi, ça m'a fait penser... à la Révolution française, en fait, ça m'a fait penser aux slogans, vous savez, les slogans de rue, des fois tellement créatifs, tellement inventifs. Et au début de votre texte, vous parlez de cette question-là comme si c'était la chose la plus importante finalement à la fin. À la fin.
Et donc, ça veut dire quoi? Nous sommes nos choix? Ça veut dire, c'est la somme de tout ce qu'il y a dans le livre. C'est assez dur à résumer comme ça, mais la question principale que je me posais en arrivant là-bas, c'était c'est quand qu'on arrive. C'est-à-dire, c'est quand qu'on arrive, comme quand on est môme. Comme les enfants Et dans voilà. les voitures. Là. C'est quand qu'on arrive à la fin du monde, ou c'est quand qu'on arrive à autre chose, quoi, à l'ailleurs. Mais en tout cas, là, on est dans un moment de transition. Soit on se jette dans le précipice, soit on trouve un tremplin. Mais moi, je suis juste un môme à l'arrière. Je demande juste c'est quand qu'on arrive. Je m'en fiche de la destination, c'est quand qu'on arrive. Et cette fin, oui, à l'ailleurs, à la fin, au choix, c'est-à-dire que les deux options restent encore possibles. Les deux itinéraires sont encore possibles et il suffit de réellement faire un choix. C'est-à-dire qu'on a dépassé le moment de se dire tiens, et si, d'avoir des décisions de demi-mesure, d'être tiède. L'urgence, ça fait longtemps c'est pas qu'elle est à nos portes, elle est déjà rentrée. Et donc là, faut choisir. La maison brûle. Et il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de se poser la question de et si la maison brûlait, et si, et qu'est-ce qu'on ferait, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour pas que la maison brûle. Elle brûle. Maintenant, il faut faire quelque chose. Elle brûle. Écoutez, Marc Fouquet, on va s'arrêter là. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je conseille donc tout le monde de lire À la Terre, un reportage littéraire qui vient d'être édité cette année. Je le disais, il se termine par un entretien avec Dominique Paturel, qui est une chercheuse à l'INRAE de Montpellier et qui s'intéresse en particulier aux questions de sécurité sociale de l'alimentation. C'est un vrai sujet, c'est une vraie création et on croise les doigts pour qu'elle arrive, avec d'autres évidemment, à avancer sur ce terrain. Marie Fouquet, merci et à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.